Salam alaikum, bienvenue sur Muslim Makers, le podcast pour t'inspirer des acteurs musulmans de notre communauté, apprendre de leurs expériences et développer ton potentiel. Ce qui m'a aidé, moi, c'est de me dire, OK, qu'est-ce que moi j'ai envie de faire? Alors moi, je me suis dit, OK, je pense que je peux faire changer les choses au niveau des entreprises. J'ai l'habitude de travailler en entreprise. Les entreprises sont plus ouvertes à une certaine forme de diversité. Quel est moi mon message que je veux faire passer? Et c'est pour ça que j'ai développé mon propre modèle de leadership inclusif qui reprend ma vision. C'est-à-dire qu'on n'a pas, j'ai arrêté d'être dans le réactif. J'ai pris le temps de dire qu'est-ce que moi j'ai envie de proposer comme modèle de société. Tu peux suivre les dernières informations du podcast en t'abonnant à la newsletter, au compte Instagram Muslim Makers et en rejoignant le groupe Telegram. Tous les liens sont en description. Bonne écoute. Salam alaikum wa rahmatullah, Ihsan. Alaikum salam. Comment vas-tu? Alhamdulillah, ça va et toi? Très bien, je suis très heureux de t'accueillir aujourd'hui sur le podcast Muslim Makers. Merci. Ça fait un petit moment qu'on est en contact, hein. Ça fait un long moment. Alors là, Ouais, en effet, je te remercie pour ta patience, vraiment. mais alhamdoulilah, on a pu trouver un créneau finalement pour se faire cette interview. Ihsan, donc tu habites en Belgique, à Bruxelles. Mhm. À Bruxelles, c'est ça. Pour commencer, Ihsan, je vais te demander de te présenter, nous dire qui tu es rapidement, d'où tu viens et où tu as grandi et qu'est-ce que tu fais actuellement. Alors moi, je suis une bruxelloise. Donc je vis en Belgique depuis toujours. J'ai lancé différentes initiatives sociétales. On pourrait me définir comme une entrepreneuse sociétale qui travaille pour des transformations durables et éthiques. J'utilise le mot durable parce que j'ai un pied aussi dans l'énergie. Donc je travaille aussi pour une transition énergétique juste. Et j'ai à la fois un impact social à travers notamment des activités associatives pour les jeunes, pour la culture. Et également, je travaille dans les entreprises où j'essaie d'insuffler une responsabilité sociétale plus forte. D'accord. Donc tu travailles beaucoup dans le social, tu es impliqué tant bien au niveau associatif, j'ai l'impression, mais dans le monde professionnel. Donc on va rentrer dans les détails un peu plus tard. Mais est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours, ton éducation et ce qui t'a poussé à être, enfin, comment est-ce que tu as fait pour en arriver là? Pourquoi tu es intéressé par ces sujets-là? Donc, moi, en fait, mes parents ont immigré du Maroc et c'est une immigration un peu différente je dirais, de l'immigration classique parce que mes parents n'ont pas immigré ici forcément pour avoir une meilleure vie pour eux. Mon père était envoyé ici par le consulat marocain et puis à la base, il devait faire que des missions, enfin une mission de 7 ans, puis ça a été renouvelé et puis il s'est marié avec ma mère. Et puis finalement, ils se sont dit au moment où ils allaient rentrer au Maroc, apparemment, tout était réglé. Ils avaient déjà, enfin, voilà, tout était réglé pour repartir. Ils avaient déjà déménagé, tout ça. Hmm. Ils ont décidé en dernière minute de rester en Belgique pour nous, pour leurs enfants, en se disant, bah, nos enfants, ils auront une vie meilleure ici, Mhm. une opportunité de faire des bonnes études, plus d'opportunités de carrière aussi. Hmm. Et donc, ils sont vraiment en quelque sorte sacrifiés parce qu'ils auraient eu une vie meilleure au Maroc, c'est clair, proche de leur famille, voilà, avec un niveau de vie qui aurait été clairement meilleur pour eux. Et donc, du coup, nous ont toujours poussés à étudier. Et, euh, et déjà, quand j'étais petite, en gros, moi, la discrimination, je l'ai connue très tôt parce que déjà, quand j'étais petite, ils ont voulu nous inscrire dans une école qui ne voulait pas de nous, donc qui ne voulait pas de Marocains. Hmm. Donc, mes parents se sont battus pour que je puisse rentrer dans cette école. Qui voulait pas de vous? C'était l'institution, L'école, enfin, l'école. voilà, c'est un peu aller dans d'autres écoles pour les enfants de boucher, c'est d'autres écoles. Enfin, alors, Hmm. voilà, donc c'était refusé. Évidemment, c'était illégal, hein, mais voilà. Et donc, ils sont quand même poussés. Et donc, moi, j'ai grandi dans un environnement où il y avait très peu de diversité. J'étais souvent la seule personne d'origine étrangère. Quand je dis personne d'origine étrangère, c'est pas que marocaine, musulmane, c'était aussi noire, africaine de manière générale, même asiatique quand même, mais avec très très peu aussi. Et donc, j'ai grandi comme ça en me sentant toujours différente et en sentant que j'étais jamais à ma place. Alors, bon, l'avantage, c'est que j'ai eu en effet une bonne éducation, puis j'ai été à l'université. Pour moi, c'était évident d'aller à l'université. J'ai fait des études d'ingénieur en gestion. Et puis après, j'ai rajouté un master en politique internationale, un master complémentaire. Euh, et puis, j'ai eu un attrait très vite pour le monde de l'énergie. Je ne sais pas Donc, trop donc l'attrait, il est venu plus tard, il est pas venu pendant, enfin, c'était pas pendant tes études, tu savais ce que tu voulais faire. En fait, pendant mes études,
j'ai commencé, j'avais fait un travail, je voulais absolument faire un travail dans le domaine de l'énergie, donc j'avais cet attrait, je ne sais pas trop expliquer pourquoi, mais j'avais vraiment envie de comprendre comment l'énergie est produite, comment ça marche, comment... Je veux dire, l'énergie a permis pas mal de développement de notre société. Euh, et, euh, et je me suis dit, enfin, l'énergie nous a permis aussi de nous libérer pas mal, le fait d'avoir pas mal de choses, tout ce qu'on, enfin, en gros, tout ce qu'on a, on l'a grâce à l'énergie. Et donc, ça m'intéressait de comprendre ce marché. Euh, donc, j'avais fait un travail de fin d'études là-dessus. Et puis, du coup, ben, j'étais en contact avec une grande entreprise ici. J'ai commencé très vite à travailler là. Euh, et donc, je me suis développée. Je suis restée là pendant 10 ans. Je pensais pas que j'allais rester aussi longtemps parce qu'en fait, j'avais dit, et apparemment, je l'avais même dit à ma première manager en disant, oui, je suis ici pour 2 ans et puis je crée ma boîte. Et je suis restée longtemps parce que c'était un grand groupe qui favorisait beaucoup l'intrapreneuriat. Et donc, du coup, je pouvais entreprendre dans l'entreprise. Donc, dès que j'avais une idée, même si ça rentrait pas dans je dirais, ma job description, j'avais l'opportunité de pouvoir convaincre et de pouvoir y aller. Donc, je suis restée longtemps là-dedans. Je me suis pas mal développée, j'ai travaillé dans la finance, j'ai travaillé dans l'innovation, j'ai fait du commercial, j'ai travaillé beaucoup sur les réorganisations, comment faire mieux, revoir les processus internes. J'ai travaillé aussi à l'international, j'ai fait une mission à Budapest d'un peu plus d'une demi-année. À un moment donné, j'étais à la tête d'une équipe où il y avait des personnes qui travaillaient à Paris, des personnes qui travaillaient évidemment à Bruxelles, des personnes aussi Hmm. à Bucarest, des personnes à Rome. Donc voilà, j'ai eu une belle carrière, mais en parallèle, j'ai eu ce besoin de m'impliquer pour les jeunes. Donc, en gros, si tu veux, c'est un moment où je me suis trouvée et j'ai trouvé ma voie professionnelle. J'ai commencé à regarder autour de moi et je me suis dit, mais finalement, il y a d'autres personnes qui auront plus de mal. Moi, j'ai été favorisée dans le sens où j'étais dans une famille qui me poussait à exceller. Euh, et donc, et c'est ça que je trouve qui est intéressant de se dire à chaque fois, c'est que malgré le fait que j'ai galéré pour trouver mon premier emploi, j'ai eu quasi que des noms et c'est toujours la question du foulard revenait beaucoup. Euh, j'ai pas mal galéré, mais j'ai été favorisée aussi. Et donc, je me suis dit, bah, qu'est-ce que je pourrais faire pour aider ces jeunes-là? Qu'est-ce que j'aurais aimé, moi, avoir à 15 ans? En gros, ce que je me suis dit. Et donc, du coup, avec des amis, on s'est réunis et voilà, on a commencé à discuter du projet et on a décidé de créer une association qui s'appelle Teen Talented Youth Network, TYN. Et donc, le but, c'était de travailler sur l'implication citoyenne des jeunes parce que moi, je crois fortement à l'implication citoyenne. Pour moi, chaque citoyen, chaque citoyenne a un devoir envers les autres. On doit s'engager. On ne peut pas juste vivre pour soi-même. C'est pas en tout cas un modèle de société que je vise. Et je sais qu'à travers l'engagement vers les autres, on se développe aussi soi-même. Et donc, c'est comment est-ce qu'on peut développer sa propre confiance en soi tout en aidant les autres. Et ça s'alimente, en fait. Euh, et donc, j'ai créé l'association avec mes amis. Puis après, ça s'est développé. J'ai fait aussi du théâtre avec Ras El Hanout, donc c'est une troupe de théâtre engagée où, en gros, si tu veux, la première fois qu'on a joué une pièce de théâtre, pour nous, c'était juste, enfin voilà, c'était surtout le processus de création d'une pièce qui est intéressante et le processus de tous les témoignages qu'on avait faits. Donc, la première pièce portait sur sur les discriminations et le racisme. Ça s'appelait Fruits étranges, fruits étrangers, en référence à la chanson Strange Fruit de Billie Holiday. Et, euh, et donc, du coup, si tu veux, au début, je me rappelle, enfin, c'était drôle comment on a joué. On était complètement amateurs, on n'y connaissait rien au théâtre. On s'est juste dit, on va faire un truc sympa. Et puis, la salle était remplie et on se rendait compte qu'il y avait un vrai besoin aussi d'avoir un théâtre populaire, d'avoir un théâtre qui parle, que ça soit notre expression, ce soit pas, c'est pas uniquement du Shakespeare ou du Molière. Et, 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 euh, et donc là-dessus, voilà, j'avais fait ce théâtre aussi, ça m'avait beaucoup aidé. Euh, et puis, à un moment donné, puis j'ai créé aussi une association pour travailler sur le féminisme inclusif en me disant, mais finalement, moi, j'ai réalisé que j'étais féministe assez tard. C'est la première fois que j'ai vraiment senti que j'étais traitée différemment parce que j'étais une femme, c'était dans le milieu professionnel, où en gros, on m'avait refusé une promotion. Enfin, disons qu'on m'avait donné une moindre augmentation qu'un collègue masculin alors que j'avais une meilleure évaluation. Et là, j'ai dit, mais il se passe quoi là ici? Et, et j'ai compris que c'était lié. Parce que voilà, en tant que femme, et en plus en tant que d'origine étrangère, j'étais juste contente avec ce qu'on me donnait. Je revendiquais pas plus.
Et quand j'ai vu que d'autres demandaient et ils avaient, alors qu'ils n'étaient pas plus méritants, moi, ça m'a mis en colère. Et c'est là que j'ai compris ce qu'était le féminisme. Et je me suis dit, OK, je dois rajouter ça. Donc, j'ai finalement discrimination liée à mon origine, liée au fait que je porte le foulard. On me rajoute encore cette discrimination liée au genre. Et c'est là que j'ai voulu aussi travailler sur ce féminisme intersectionnel. Alors, à l'époque où j'ai commencé à travailler dessus, il y avait quasi personne qui travaillait dessus en Belgique. Maintenant, je suis contente de voir que ça a vraiment été pris et que beaucoup de personnes travaillent dessus. Et donc, du coup, bah, voilà, après, donc tout ça, c'est en parallèle de ma vie professionnelle. Hein. Tout ce que je t'explique, c'est en tant que bénévole. Oui, Et puis, à un moment donné, je me suis dit, OK, je n'arrivais plus à concilier ces différents mondes dans lesquels j'étais. C'est aussi le moment où voilà, j'ai découvert la maternité, j'ai eu mes premiers enfants. Et donc, du coup, bah, quand on a des enfants, on passe plus ces week-ends sur scène à répéter pour du théâtre, faire des réunions. Euh, et c'est là que je me suis dit, OK, je dois faire un choix. Et là, le cœur l'a remporté sur la raison. Et donc, j'ai décidé de quitter l'entreprise dans laquelle j'étais. Et honnêtement, c'était un choix pas facile parce que j'étais vraiment très bien traitée. En fait, j'étais bien. Enfin, en gros, sur que je voulais travailler, je pouvais. Quand je voulais quitter, on m'a proposé d'autres choses. Et j'ai dit non, en fait, là, je sens qu'il faut que j'arrête. Et que j'ai décidé à m'impliquer plus, vraiment, de faire qu'en fait, en sorte que tout ce que je faisais en tant que bénévole, je le fasse en tant que vie professionnelle, en fait. d'accord. Donc, tu as transitionné vers le bénévolat ou bien tu as créé ta propre société? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, j'ai décidé de créer ma propre société. J'ai décidé aussi, dans un premier temps, ce que j'ai fait pendant 2 ans, c'est que je me suis auto-employée en tant que salariée dans mon association TIN. Mais je me suis employée à mi-temps parce que je me Mhm. suis dit, j'ai envie de garder, je trouve que ma valeur ajoutée dans la société, parce que c'est une question que je me pose souvent, c'est à quoi tu sers? Et je me suis dit, ma valeur ajoutée, c'est pas uniquement enfin, gérer une association, beaucoup de personnes peuvent le faire et le faire très bien. Euh, Moi, ma particularité, c'est que je connais le monde du social, je connais le monde du privé, je connais le monde du public. Je connais le langage de ces différents mondes et je vois bien quand j'allais présenter, par exemple, notre projet à une association ou bien une fondation ou bien une administration publique ou à une entreprise privée, j'utilisais un langage différent. C'est exactement le même projet, c'est juste Mhm. que je comprenais très vite leurs sensibilités différentes en Mhm. disant, OK, enfin, par exemple, quand j'allais présenter à une entreprise, ben, j'allais beaucoup plus parler en termes de KPI, de Key Performance Indicators, les indicateurs clés de performance. J'allais parler aussi plus de chiffres, de visibilité. À une entreprise publique, ben là, enfin, une administration publique, là, j'allais beaucoup plus parler, par exemple, de l'impact sur la mise en emploi, sur le décrochage des jeunes. À une association, là, j'allais parler autre chose. Donc, je veux dire, j'avais cette habitude et je connais les différents mondes. Et je me suis dit, finalement, j'ai envie de faire le pont entre ces différents mondes. Et c'est là, je pense que j'ai plus de valeur ajoutée. Donc, c'est pour ça que j'ai créé ma société. Alors, pour être honnête, pendant 2 ans, j'ai quasi rien fait pour ma société. En gros, ce qui était censé être à mi-temps dans mon association, ça prenait tout mon temps. Faut dire aussi qu'on a eu l'idée complètement tarée d'acheter un un entrepôt complètement délaissé de 1000 mètres carrés en plein milieu de Molenbeek. Et on s'est dit, on va faire un centre éducatif et culturel qui s'appelle l'épicerie. Mais on l'a acheté avec 0 euros. On n'avait rien, on n'avait pas de fonds propres, on avait à peine de quoi Ouais, fonder l'association. Et du coup, on s'est dit, on va y arriver. Et puis, quand j'y repense, on était vraiment complètement fous. Et donc, on y est arrivé. Alhamdoulilah, on y est arrivé après plusieurs années. On a fait des campagnes de crowdfunding, on a réussi à trouver des fonds. Mais c'était essentiellement une initiative citoyenne. Et du coup, ben, ça a pris aussi énormément de temps. J'ai commencé à apprendre, par exemple, la gestion des bâtiments, les travaux. Tu vois, j'avais par exemple des journées où j'allais être là avec une fondation et essayer de voilà, présenter le projet, vendre et tout ça. Et puis après ça, j'allais ben, remonter mes manches et prendre une serpillière, un seau et nettoyer parce qu'il y avait une fuite dans les toilettes. Donc, ouais. c'était très... voilà, et donc c'était génial, évidemment, mais je ne pouvais pas faire autre chose, en fait. Et puis, j'ai aussi je suis un peu la théorie des cycles de 7 ans dans un milieu professionnel. Et je me dis, OK, là, à un moment donné, quand ça faisait 7 ans que je gérais l'SBL, j'ai décidé de quitter. Mais j'ai pris 1 an pour quitter, j'ai pris plusieurs mois pour leur annoncer aussi. Donc, j'ai fait en sorte qu'il y ait un transfert qui se fasse, qui se fasse. J'ai commencé à mettre en place des processus pour m'assurer. Mais ça, c'est quelque chose que je fais toujours dans la gestion, en me disant que finalement, ma plus grande réussite, c'est pas de l'avoir créé l'association, c'est que l'association continue à vivre sans moi. Ok. Parce que souvent, c'est ce qui se passe. En gros, quand il y a une structure qui est créée, quand le fondateur ou la fondatrice quitte, tout s'effondre parce qu'il y a un visage.
Alors moi, j'ai jamais rien fait seule. Il y avait toujours des gens top avec moi. Et j'ai beaucoup travaillé avec, par exemple, Abdelhak Chenouli, avec qui on a vraiment tout fait ensemble. On se complétait beaucoup. Mais il y avait cette image de c'est moi, Tine et Galissa Nawash. Et donc, je disais, il faut absolument dissocier ça pour que l'association puisse vivre sans moi. Et je pense aussi que c'est malsain quand il y a quelqu'un qui gère une association trop longtemps. Et donc, Hmm. voilà, c'est là que j'ai décidé de quitter l'association. Et je suis super contente de voir que l'association continue à vivre super bien sans moi. Je ne fais absolument plus rien pour l'association. Quand ils m'ont demandé d'ailleurs de rejoindre le CA, j'ai dit, enfin le conseil d'administration, j'ai dit, je serai une horrible belle-mère, laissez-moi partir Hmm. dignement avant que ce soit vous qui me mettez dehors parce que je fais qu'intervenir. Donc voilà. Hmm. Et c'est quoi les activités qui ont été menées ou qui sont menées chez Teen? Alors, c'est essentiellement de l'inspiration et de la formation. Donc, par exemple, au niveau de la formation, ce qu'on essaye d'amener, c'est ce qu'on appelle les soft skills, donc le savoir-être. Parce que moi, ce que j'ai remarqué, c'est que quand j'ai fait Solvay, donc l'école de commerce où j'étais, je voyais beaucoup d'enfants venir de familles aisées, du milieu où ils comprenaient, par exemple, l'importance de savoir se présenter. Moi, c'est Mhm. quelque chose que je n'ai pas appris. Pourtant, je viens pas d'une famille pauvre, hein, je veux dire, mais c'est juste une question de réseau. Euh, et donc, me dire comment est-ce que je peux apprendre, faire apprendre ces choses-là aussi aux jeunes qui sont essentielles, ce que, en gros, ce que l'école n'apprend pas. L'école se focalise essentiellement sur le savoir-faire, mais pour une vie épanouie, aussi bien privée que professionnellement, on a besoin aussi du savoir-être. Et on a besoin, donc, évidemment, la confiance en soi, comme je disais, l'implication citoyenne aussi, elle est clé, mais également de pouvoir apprendre à gérer des projets citoyens, de pouvoir apprendre à travailler en groupe, de pouvoir développer son propre mode de leadership, de savoir se présenter, de savoir gérer les conflits, de travailler sa communication interpersonnelle. Et donc, c'était essentiellement ce genre de choses qu'on voulait leur apprendre. Et l'inspiration, là, c'était notamment avec voilà, des référents, des rôles modèles. Euh, Mhm. et aussi avec des échanges à l'étranger. Donc, on avait fait, par exemple, un partenariat avec une organisation internationale qui s'appelle United World College, une organisation top, où ils ont des collèges un peu partout dans le monde. Et donc, on a fait des échanges avec des jeunes. Et des jeunes, par exemple, de 17 ans qui partaient et qui découvraient une autre culture. C'est la meilleure manière de se connaître soi-même, c'est de partir à l'étranger. Enfin, moi, c'est là où j'ai compris qui j'étais, quelle était mon Oui, identité. C'est quand on se retrouve à l'étranger. Et aussi, ça permet de connaître d'autres réalités, de voir ce que d'autres personnes vivent. Enfin, ça, c'est vraiment quelque chose d'assez magique, je trouve, de pouvoir vraiment voyager et de rencontrer plein de gens complètement différents. oui, je suis d'accord avec toi. Donc, tu quittes la structure Teen. Tu fais quoi? Tu deviens quoi après ça? Donc, quand je quitte la structure Tuning, alors, au moment où j'ai quitté, en me disant, voilà, je vais pouvoir me reposer, j'avais envie vraiment de faire un break. Si tu veux, c'était aussi juste période où on sortait à peine de la crise Covid. Mhm. En plus, moi, j'ai eu le Covid 2 fois. J'étais enceinte une fois où je l'ai eu. C'était assez violent. Et donc, j'ai été très, très fatiguée. Je me sentais vraiment épuisée mentalement. J'avais envie de faire un break parce que voilà, j'avais toute une carrière professionnelle et, comme je disais, sociétale aussi. Une vie privée, une vie familiale, alhamdoulilah, voilà, qui est une famille qui grandissait. Et donc, je me suis dit, je vais faire une pause et j'avais envie d'écrire. Si tu veux, j'avais besoin d'écrire et je me suis dit, j'ai commencé alors toujours un peu avec le petit syndrome de l'imposteur. J'ai suivi une formation en écriture créative pour apprendre les techniques d'écriture. Et c'est marrant, quand j'ai dit ça, je l'avais dit à très peu de personnes et on m'a dit, mais tu sais écrire, enfin, tu as écrit pour des pièces de théâtre, tu as déjà écrit plein d'articles, mais voilà, j'avais envie. Après, je suis pour la formation, donc je donne des formations et j'adore me former aussi, donc voilà. Et c'est à ce moment-là qu'on m'a proposé un poste qui ne devait pas prendre beaucoup de temps, qui était un poste de commissaire de gouvernement auprès de l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes en Belgique, donc au niveau fédéral belge. Mhm. Euh, et en gros, le poste de commissaire de gouvernement, c'est voilà, de pouvoir surveiller que les décisions d'un conseil d'administration se passent au mieux, conformément à la loi. Voilà, c'est un peu. Et donc, c'est quelque chose qui ne devait pas prendre beaucoup de temps. Et puis voilà, et puis comme je porte le foulard, certains partis ont estimé que je n'avais pas ma place là, ou que si j'avais ma place, je devais retirer mon voile pour siéger. Enfin, un truc un peu. Ça me Oui, fait rire quand on dit ça. Euh, genre comme si c'était un petit accessoire que tu enlèves et puis tu remets, c'est pas grave, tu vois. Et donc voilà, et puis ensuite, bah, du coup, j'ai vécu. Ce qui était compliqué, c'est que s'en est suivi vraiment toute une campagne de cyberharcèlement. Si ça a tu duré veux, combien de temps? ça a duré 6 semaines jusqu'à ma démission. Et puis, ça
en fait, ça a encore continué. Et en fait, depuis là, et j'ai toujours une horde de haters qui me tombent dessus, que je dise ou que je dise rien d'ailleurs. En fait, donc, il y a même des Ouais. moments où en fait, j'ai fait, enfin, pendant 2 ans, je me suis pas mal mise en veilleuse. Mais c'est parce que moi, en fait, j'avais mon projet d'écriture à ce moment-là. Et du coup, ça me permettait, voilà, j'avais besoin aussi de me retrouver, si tu veux. Mhm. Euh, Même pendant cette période-là où, en gros, je faisais aucune prise de parole publique, j'avais toujours des gens qui m'attaquaient. Donc, en fait, ça s'est jamais arrêté. Et là, là, avec la sortie de mon livre, comme j'ai des interviews, tout ça, bah, en fait, ce qu'ils font, c'est qu'il y en a même qui commencent à harceler des journalistes qui m'interviewent Mhm. pour leur faire regretter de m'avoir interviewé. Alors, heureusement, les journalistes ont l'habitude de ça. Et donc, voilà, quand c'est des bons journalistes, ils disent, voilà, c'est comme ça. Mais au contraire, ça leur donne raison. Parce qu'ils disent, il y a un vrai problème, en fait. Mais c'est assez impressionnant. En fait, et c'est ça que toute cette aventure m'a. Quand j'ai réfléchi à chaque fois, je me dis, mais pourquoi est-ce qu'on ne sait pas juste être en désaccord et discuter? Mhm. Moi, j'ai passé ma vie avec des gens avec qui je n'étais pas d'accord et je continue à fréquenter des gens avec qui je ne suis pas d'accord sur tout. D'ailleurs, c'est impossible d'être d'accord sur tout avec les gens. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de diaboliser quelqu'un et d'attaquer personnellement quelqu'un parce que cette personne n'est pas d'accord avec toi? Je Mhm. veux dire, ces gens ne me connaissent pas. Et c'est ça qui était compliqué, c'était de pouvoir se dire, non, en fait, c'est pas personnel. On te répète ça tout le temps, mais en fait, ça reste ton nom, ton visage, c'est ton histoire Tu vois, on parlait plus des bonnes choses que j'avais faites pour la société, et sans vouloir m'en vanter, j'en ai fait pas mal. Euh, Mhm. on parlait plus de ça, on parlait que de ce que j'ai pu dire ou pas dire, même ce que j'ai passé des vacances. Enfin, je veux dire, c'était un stade où même, voilà, tu vois, tu te balades dans la rue avec tes enfants et tu te dis, en fait, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui me suit, tu vois. Et tu veux pas rentrer chez toi parce que tu veux pas qu'on connaisse son adresse. Ou par exemple, toi, j'ai changé toutes mes livraisons. Enfin, il n'y a plus de livraison à mon nom depuis là parce que je veux surtout pas qu'il y ait une association entre mon nom et mon adresse privée, tu vois. Donc, je fais super Mhm. gaffe à tout. Et j'ai gardé des réflexes comme ça, tu vois. Mhm. Euh, c'est, euh, voilà, enfin, tu vois, même une fois, quelqu'un qui était venu me voir dans un parc. Et alors, ça venait souvent, j'étais au parc avec mes enfants, et les gens qui viennent, ils disent, ah, vous êtes ici à Nawash. Alors, en fait, il faut se dire que c'était vraiment, c'était pas que virtuel, si tu veux, c'était aussi, j'étais littéralement à la une des journaux, vraiment des journaux pendant 6 semaines. C'est-à-dire que chaque jour, il y avait un article sur moi. Et chaque jour, il y avait un article avec ma tête, avec tel politicien a dit ça, telle personne a dit ça, on a trouvé ça sur elle. Et quelquefois, c'était vraiment la une. Je veux dire, Issa Nawash, le hashtag Issa Nawash ou bien Affaire Awash, je ne sais plus d'ailleurs c'est lequel, mais c'était parmi les top 10 hashtags pendant des semaines sur Twitter. Donc, Mhm. je veux dire, j'étais super visible et c'était à la fois au niveau médiatique, au niveau politique, il y avait chaque semaine des discussions à la Chambre et au Parlement sur moi. Même le Premier ministre est sorti en me soutenant, mais ça n'a pas suffi. Euh, et, euh, et donc, du coup, bah, quand j'étais dans la rue, les gens, ils me reconnaissaient, ils me parlaient. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que quand je suis seule, ça va, mais quand je suis avec mes enfants, en fait, je ne sais pas si on me fait du bien ou du mal. Ouais. Euh, et donc, il y a eu une fois où quelqu'un m'a dit, vous êtes ici à Sanawash, et moi, j'ai dit non. Et ma fille, elle me dit, mais maman, je fais chut. Parce que j'étais là. Enfin, je sais pas, en fait, ici, la personne me veut du mal, moi, j'ai mes enfants ici. Donc, Ouais. et c'est ça qui était vraiment violent de se dire, mais en fait, et à chaque fois que j'ai essayé de parler, c'était bam, je me ramassais, mais une tempête de haine comme ça, et on décortiquait tout ce que je disais, et on me faisait dire des choses que j'ai pas dit. Et ce qui était assez impressionnant, c'est qu'il y a des phrases qui ont été complètement transformées, qu'en fait, c'est des phrases Mhm. que je n'ai pas prononcées. Mais elles ont commencé à être martelées tellement que tout le monde pensait que j'avais dit ça. Je dis, mais je n'ai même pas dit ça. Ouais. Pas que moi sur ce que je dis. Mais c'était impressionnant. Honnêtement, même avec le recul, je me dis, mais c'est violent. Et ce qui est impressionnant, c'est que je ne suis pas la première et malheureusement, je ne suis pas la dernière. Ouais. Ça c'était en 2021. C'était l'été 2021, ouais. D'accord. Et la raison, c'était juste parce que tu portes le voile. Exactement. Exactement. Et alors, c'est là que tu as clairement du sexisme, du racisme déguisé. C'est que on va nous sortir le truc de neutralité, qui est l'argument de neutralité.
Le truc, c'est que l'argument de neutralité, moi, il n'y a pas de problème, je peux en discuter, parce que pour moi, la neutralité, elle est fondamentale. Et en tant que personne issue d'une minorité, c'est surtout nous qui avons besoin de cette neutralité, parce que la neutralité, bah, c'est surtout pour éviter la discrimination, pour assurer une égalité de traitement. Et donc, ce sont surtout les personnes bah, discriminées qui en ont besoin, tu vois. Et, Mhm. mais je dirais que ce combat, il est un peu approprié pour d'autres, je sais pas, d'autres objectifs. Parce que, alors, il y a les personnes qui croient fermement que la neutralité d'apparence est importante. Mhm. Et puis, alors, je me dis, voilà, ces personnes, on peut discuter. Et j'ai même eu des déjeuners après avec notamment des personnalités politiques en disant, voilà, je propose qu'on aille discuter, mais c'est des personnes qui ne m'ont pas attaqué personnellement, tu vois. Et là, je me mets une ligne rouge. Ceux qui m'ont attaqué personnellement, il n'y a pas de discussion. Parce que ces personnes ont été trop loin. Et ces personnes ne cherchent pas la discussion. Ces personnes cherchent à polariser la société. Et, mais tu vois, et alors aussi, ce qu'il y a eu, c'est qu'il y a des personnes que j'ai croisées après euh, qui, enfin, notamment des personnalités politiques, qui après me parlaient comme si de rien n'était. Et ah, je suis contente de te voir parce on a échangé des mots et tout. Je dis, mais en fait, déjà, on n'a rien échangé. Moi, en fait, j'ai rien dit. Euh, enfin, mais tu n'as pas échangé avec moi, tu m'as attaqué. Mais non, mais c'est le jeu. Je fais non, c'est pas le jeu. Enfin, moi, je trouve pas que c'est le jeu. Je trouve pas que c'est normal dans la politique d'attaquer comme ça. Et après, vous étonnez, tu vas encore la semaine prochaine, la semaine passée, j'ai un journaliste qui m'a contacté pour venir à un plateau télé. Et je dis, mais vous vous étonnez, pourquoi est-ce qu'on ne veut pas aller sur des plateaux télé? À chaque fois qu'il y a une femme issue d'une minorité qui vient et qui l'ouvre, elle s'en ramasse, mais c'est pas possible. Et Ouais. moi, je suis une personne à la société civile. Moi, j'ai pas une équipe qui me prépare mes discours. Tu vois, c'est une grande différence avec les personnes en politique. Et moi, mon métier, c'est pas de parler, c'est de faire. Donc, j'ai pas le temps pour ça et j'ai pas envie de mettre de l'énergie pour ça. Et c'est Ouais. là où j'ai vraiment eu besoin de me recentrer. Et pour moi, l'écriture a été une thérapie de me dire, OK, je me pose et je me protège de tous ces réseaux et je perds pas mon why, je perds pas pourquoi je fais les choses. Et surtout, comme me répète souvent ma mère, de ne pas laisser de haine rentrer dans mon cœur, parce que sinon, ils auront gagné. Et donc, Ouais. c'est un peu comment est-ce que tu peux... C'est facile, évidemment, à dire. Hein. Évidemment, il y a des fois où j'avais envie de... Et j'ai écrit plein de fois. Tu vois, quelquefois, je me faisais attaquer et j'écrivais la réponse que j'avais envie de donner. Ouais. Mais après, tu te dis, tu écris ça, le gars, il va te répondre parce qu'il a que ça à faire. Et il va te répondre. Et puis, tous ces followers, tous ces haters qui le follow, ils vont t'attaquer encore une fois. Tu vois. Donc, Mhm. ça ne sert à rien. Il n'y a pas de justice dans le monde virtuel. Et il n'y a pas de justice non plus dans le monde politique, à part si tu veux devenir comme eux. Ouais. Donc ça, c'était donc toutes les attaques que tu as subies, surtout pendant les 6 premières semaines. Et après, ça s'est un peu plus calmé, mais ça a quand même continué. Si ça devait être, parce que moi j'aime bien, enfin, je trouve que c'est intéressant comme retour, ce que tu peux partager, parce que c'est vrai que j'ai l'impression que c'est un peu la hantise de tous ceux qui veulent s'investir un peu plus haut niveau, on va dire, de se faire bâcher pour ceux qu'ils sont. Est-ce que tu aurais fait les choses différemment avec ton expérience? Déjà, je me suis fait entourer de personnes extérieures compétentes. Moi, j'ai des personnes autour de moi qui sont très compétentes. J'ai des en communication, en stratégie, tout ça. Mais c'est des personnes qui sont trop proches de moi. Donc, si tu veux, c'est pas les meilleures personnes pour te conseiller. Euh, et parce qu'elles sont aussi affectées. En fait, ce qu'il faut se dire, c'est que quand une personne se fait attaquer publiquement, c'est pas que cette personne-là, c'est aussi toutes les personnes qui l'aiment qui sont blessées par ça. Hmm. Euh, et donc, fatalement, si tu es émotionnellement impacté, c'est compliqué de voir loin. Donc, moi, c'était vraiment ce côté-là de me dire, OK, il faut des gens qui te conseillent. Pas forcément des gens qui t'adorent, qui t'apprécient, c'est juste des gens qui comprennent c'est quoi ton ancrage et qui peuvent te proposer des bons conseils. Et aussi alors ça c'est quelque chose que j'ai beaucoup appris, c'est utiliser la patience. Et c'est pour ça que dans le modèle que j'ai développé, la patience, elle a un rôle clé. Et c'est très difficile. Moi, je suis quelqu'un de manière naturelle très impatiente. C'est de pouvoir se dire, OK, tout ne doit pas se faire tout de suite. Donc, tu vois, moi, je me suis tue, on m'a dit, tais-toi, ça va passer, tais-toi, ça va passer. Mais au final, le moment où euh, j'ai parlé de nouveau en réaction. Et ça, c'était pas une bonne chose parce qu'en fait, je pense qu'il faut vraiment pouvoir contrôler son propre narratif et pas se laisser avoir par les attaques. Euh, et aussi simplement se protéger et ne pas regarder. Alors moi, c'est nouveau, le fait que je n'étais pas accompagnée a fait que, par exemple, ben,
Par exemple, c'est mon mari qui a commencé à faire toutes les print screens de toutes les attaques sur Twitter. J'ai eu une autre personne qui m'a aidée. Mais tu vois, j'avais pas d'équipe ou de personnes. Et donc, du coup, j'ai dû moi-même regarder, mon mari a regardé, alors que lui, il en souffrait aussi. Et ça, c'est pas cool, en fait. C'est que toute la charge. Enfin, en fait, tu peux pas à la fois être au premier plan et être derrière en train de tout faire. Et c'est compliqué, tu vois. Euh, Oui, et donc, c'est plus ça, c'est que, en fait, faut avoir les mêmes outils que les. Enfin, et c'est pour ça que c'est compliqué si jamais on veut pas faire de la politique, parce que ben, les politiques, ben, ils ont leur équipe, etc. Et donc, voilà, c'est ça qui est compliqué là-dedans. Mais pour moi, ce qui est important, et pour moi, ma grande victoire, c'est que je suis restée la même. C'est que je n'ai pas changé par rapport à. J'ai appris beaucoup de choses. Je suis sûrement un peu plus sage, en tout cas beaucoup plus patiente. Mais, euh, mais voilà, ils n'ont pas réussi à m'altérer. Et ça, c'est quand tu as ton why qui est très fort. non, je comprends. Le fait de s'entourer, ça reste quand même assez difficile, je pense, surtout quand on débute dans ce milieu-là. Est-ce que tu penses c'est vraiment possible de le faire concrètement, techniquement, ou... Ben, ça dépend ce que tu veux faire, hein. Ça dépend vraiment ce que tu veux faire. Mais si tu veux aller sur des plateaux télé et débattre, ben, il faut être prêt, quoi. Sinon, ça sert à rien. Qu'est-ce qui fonctionne vraiment en termes de soutien, on va dire, pour s'opposer, on va dire, à ce cyberharcèlement ou ce genre de choses? Quelles sont les armes qui fonctionnent le mieux? Alors pour moi, et c'est pour ça que je me suis tournée à l'écriture, pour moi, je me suis dit, OK, il y a les haters qui continueront à me détester quoi que je fasse. Mhm. Les gens qui m'ont cyberharcelé, ils vont continuer à me détester quoi que je fasse. Et quoi que je dise, ils vont détourner. Donc cela, c'est déjà accepté, c'est peine perdue. Plus part de temps, pas d'énergie avec ça. Il y a des personnes qui sont avec moi, en quelque sorte, des personnes qui me soutiennent. Et même dans les personnes qui m'ont soutenue, il y avait pas mal de gens qui me disaient, moi je suis contre le foulard, ou moi je suis pour la neutralité exclusive. Donc, enfin, c'est des personnes qui ne sont pas forcément d'accord avec ma façon de voir les choses, mais qui ne trouvaient pas ça normal que je me fasse autant attaquer. Parce Mhm. qu'en France, si tu as un problème, bah, tu fais changer la loi. Enfin, pourquoi tu veux attaquer la personne et la forcer à démissionner, tu vois? Ouais. Et donc, il y avait ça. Donc, pour moi, c'est juste ce qui m'a aidé, moi, c'est de me dire, OK, qu'est-ce que moi j'ai envie de faire? Alors moi, je me suis dit, OK, quel est moi mon message que je veux faire passer? Et c'est pour ça que j'ai développé mon propre modèle de leadership inclusif qui reprend ma vision. C'est-à-dire qu'on n'a pas, j'ai arrêté d'être dans le réactif. J'ai pris le temps de dire qu'est-ce que moi j'ai envie de proposer comme modèle de société. Et tu vois, moi, mon modèle de société, c'est pas basé sur la diversité des apparences. Si tu veux, il y a une discrimination qui est basée sur l'apparence. C'est un fait, notamment le logement, l'éducation, l'emploi, qui est vraiment problématique. Mais une fois qu'on rentre dans le monde de l'entreprise, ce qui importe, c'est la diversité de pensée. Et si on si on arrive à s'ouvrir à une diversité de pensée, on va de facto s'ouvrir à une diversité d'apparence également. Et donc, je me suis dit, OK, moi, c'est comme ma philosophie à moi. Donc, sans être dans le réactif, qu'est-ce que moi j'ai envie de proposer et d'avancer avec ce que moi j'ai envie de proposer et de me mettre en quelque sorte comme des œillères. Dire, OK, ceux qui veulent m'attaquer, ben, qui continuent. Moi, je vais parler à ceux qui veulent bien m'entendre. Et il y en a beaucoup qui veulent bien m'entendre. Alhamdoulilah, ça, c'est une très bonne chose. Et d'ailleurs, on le voit avec tous les articles de presse que j'ai eus, j'ai eu des très bonnes interviews. J'ai déjà commencé à travailler avec mon modèle entreprise. Les gens sont très réceptifs par rapport à ça. Et donc, de pas être dans le réactif, mais se dire, OK, j'ai mon modèle, j'ai la crédibilité pour ça. J'ai travaillé pendant plus de 16 ans, à la fois dans l'entreprise privée, dans le public, dans le social. Je sais de quoi je parle. J'ai travaillé à l'international. Donc ça, c'est le modèle que je veux faire. J'ai plein d'histoires que je veux raconter. J'ai également des entretiens avec des leaders inspirants, comme Ilham Kadri, CEO de Solvay, comme Thierry Reed, CEO de Google Belgique, comme la présidente de Bipost, donc la poste belge. J'ai aussi un humaniste, Atush Kumar, un humaniste indien, un pèlerin de la paix, comme on appelle ça. Euh, Mhm. donc j'ai interviewé toutes ces personnes-là qui ont aussi envie de partager leur vision. Et donc, à partir de là, bah, moi j'ai mon projet de société, je le présente et j'avance. D'accord. C'est vrai que quand je pense à le cyberharcèlement ou harcèlement, on va dire, par rapport à qui on est, je me dis que, bon, après, c'est différent, hein, mais quand je pense à des personnes, des personnalités connues, même en France, qui sont même, voilà, de droite ou d'autres partis, ils sont aussi harcelés, on va dire, pour leur, on va dire, ils sont traités de racistes et autres.
mais ils arrivent à trouver quand même le courage, ou je sais pas comment ils arrivent à continuer, en se faisant détester par des millions de personnes. Mais ils arrivent quand même à avancer, et ils ont leur agenda, et ils travaillent dessus, et le reste, ils ignorent. C'est exactement ça, c'est rester focus. Et puis, se dire aussi que, ça, c'est un truc que mon père m'avait dit pendant l'histoire et que j'ai compris plus tard. Il m'avait dit, mais à la fin de la journée, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, tu es qui tu es. Et, et sur le moment, je ne comprenais pas pourquoi il me disait ça, mais en fait, c'est assez fondamental comme façon de parler les choses, de se dire, en fait, premièrement, je ne suis pas obligée de lire ce qu'ils écrivent sur moi. Ça, c'est l'avantage du monde virtuel. Enfin, c'est pas comme si tu te fais harceler dans la rue, là, c'est un peu différent. Ouais, Mais je ne suis pas obligée de lire. Et quand même, je lis. Moi, honnêtement, aujourd'hui, sincèrement, quand je vois des attaques, je me marre. Si tu veux, je rigole parce que je me dis, mais ils sont tellement loin. Tu vois, ils m'accordent même des pouvoirs que j'ai même pas, tu vois. Mais je veux dire, c'est drôle. C'est devenu drôle tellement, tellement c'est pathétique. Mais finalement, ce que je suis, c'est ce que moi, je décide d'être. Ce que je dis, c'est ce que moi, je décide de dire. Et donc, je reste focus sur mon projet et j'avance. Et je pense que c'est comme ça qu'en effet, pas mal de personnes font. ouais. Donc pendant ces 2 années-là, tu t'es focus sur l'écriture de ton livre qui est sorti récemment, il y a quelques mois, il me semble. Ouais, il est sorti. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, comment t'es venue l'idée d'écrire ce livre? Tu avais déjà l'idée avant tu disais, avant de rejoindre, avant cette expérience-là. Mhm. Est-ce que cette expérience aussi t'a forgé dans l'écriture, enfin, a apporté quelque chose dans l'écriture de ton livre en plus? Donc, le livre, c'est pas ce livre-là que je comptais écrire avant, parce que du coup, Ah, quand j'ai eu d'accord. ce livre-là, ça m'a complètement bloqué dans l'inspiration du projet que j'avais à l'époque. Ok. Je l'ai pas repris d'ailleurs depuis. Euh, c'est juste, je me suis dit, j'ai commencé à faire plein de rencontres. En voulant, d'abord, je me suis un peu renfermée sur moi-même, et puis après, j'ai commencé à vouloir rencontrer plein de gens et mieux comprendre ce qui s'était passé. Pourquoi est-ce qu'on a perdu cette culture du débat? Comment est-ce qu'on peut travailler sur l'ouverture dans la société? Et puis, le fait que j'ai pris beaucoup de temps pour moi aussi m'a permis d'être très créative et m'a permis de sortir un modèle de manière assez spontanée, que ce n'était pas contrôlé. Donc, tu vois, notre inconscient est super puissant parce qu'il travaille pour nous assez souvent. Et Mhm. donc, si tu veux, c'était une journée absolument pas créative où j'étais partie, j'arrivais pas à travailler. Si tu veux, j'avais mon ordinateur sur le bureau, je regardais et je regardais. Tu vois, les moments où il n'y a rien qui sort comme ça. Et, euh, et du coup, j'étais partie courir sur le canal à Bruxelles. J'aime bien faire mon jogging là-bas, c'est super agréable. Enfin, c'est pas la Seine, mais c'est un beau petit canal quand même. Et donc, j'étais partie courir. Et puis, j'étais partie me prendre une glace parce que je l'avais bien mérité, hein, tu vois. Et Ouais, puis, ensuite, j'étais revenue. Je regardé National Geographic, je regardais les baleines. Je me souviens bien, je regardais un reportage sur les baleines. Et puis, à un moment donné, je me relève, je mange, et puis je joue au piano. Et puis, au moment où je me relève, je me dis, je vais bientôt aller chercher mes enfants. Enfin, la journée avait déjà passé, tu vois. Et puis, j'écris il y avait une feuille blanche avec un bic, et j'écris OPEN. Je me dis, il y a un truc que je vais faire avec ça. Donc, je l'écris à la verticale, et puis je me dis O, openness, P, patience, empathie, et N, je me dis ouais, normal, naturel, j'hésitais. Donc, j'envoie ça à mon mari, qui lui, il travaille en stratégie en marketing, et je lui dis, qu'est-ce que tu penses de ce modèle? Et il me dit, ah, c'est super ce modèle, c'est qui l'a écrit? Et là, je lui dis, bah, c'est moi. la génie. Ouais, c'est ça, c'est moi, voilà. Mais tu vois, je voulais tester et puis je me suis dit, mais alors c'est après en discutant avec lui qui me dit non, le naturel, ça marche mieux. Et je me suis dit en effet, parce qu'en plus, j'aime pas trop le mot normal, ça aurait été c'est le mot négatif du modèle. Enfin bref, et donc du coup, j'ai ce modèle qui est en fait un framework, hein, donc c'est une structure dans laquelle je vais décliner toute une série de choses. Et je le Google quand même pour être sûr que c'est pas mon inconscient qui a volé un truc sans que je me rende Ouais. compte. Je vois qu'en effet, non, c'est bien ma création. D'ailleurs, il faut que je le dépose. On m'a dit de le déposer d'ailleurs. Et donc, du coup, j'ai commencé à écrire par rapport à ça en me disant, voilà, l'ouverture, c'est quoi? Sur quoi je peux travailler? La patience, c'est quoi? Quels sont les exemples de vie que j'ai pu avoir qui m'ont aidé? L'empathie aussi, qu'est-ce que c'est? L'empathie envers soi-même, l'empathie envers les autres. Et, et comment est-ce que je peux m'ouvrir à l'autre tout en étant naturel, en restant moi-même? Et ça, c'est vraiment la clé de mon modèle, c'est de pouvoir se dire, comment est-ce que je peux m'ouvrir suffisamment à l'autre pour permettre à l'autre d'être naturel tout en restant moi-même naturel. Et c'est là où la patience et l'empathie jouent. Mhm. Et donc, moi, je crois beaucoup en la force des histoires. Et alors, du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai surtout raconté des expériences qui me sont arrivées, à la fois, comme j'ai dit, dans le public, dans le social, dans le privé.
Euh, et j'ai aussi interviewé 12 personnalités qui m'ont raconté aussi leurs histoires que j'ai du coup imbriquées dans mon modèle. Euh, Mhm. et donc, le livre s'appelle Open Up Your Organization. J'ai trouvé une maison d'édition super facilement, mais c'était impressionnant la facilité que j'ai eue de créer le modèle, d'écrire le livre. Je ne pensais pas que j'allais écrire aussi vite, honnêtement. Après, je me suis vraiment mis, voilà, j'ai eu 4 mois d'écriture où je faisais pas, j'avais pas beaucoup d'autres activités. Tu vois, j'avais mon mandat d'administratrice chez Brugel, donc qui est le régulateur bruxellois pour l'énergie. Euh, j'avais ça, j'ai donné quelques formations, mais essentiellement, j'ai pris aucune mission. Je me suis dit, OK, je vais vraiment bosser à fond là-dessus. Je me suis même fait un séminaire avec moi-même dans les Ardennes pour travailler sur le livre en déconnexion totale, en parlant en poule, et c'est tout, tu vois, littéralement. Et donc voilà, et donc j'ai écrit ça. Et la maison d'édition, comme je dis, je l'ai trouvée facilement, c'est grâce à une... Et là, c'est de nouveau, comme je disais au début, je suis aussi assez favorisée parce que j'ai un super réseau, j'ai plein de connexions qui m'aident beaucoup. Euh, tu vois, du style, j'avais un ami qui m'a présenté à un ami qui m'a présenté à cette dame qui venait de publier son livre chez la maison d'édition Lano Campus, qui est la plus grande maison d'édition néerlandophone au niveau de la Hollande et de la Flandre, et qui est aussi la maison mère de Racine pour l'équivalent francophone. Moi, j'avais décidé d'écrire mon livre en anglais parce que j'ai essentiellement travaillé en anglais, donc j'ai envie de partager mon expertise en anglais. C'est aussi pour ajouter un petit challenge supplémentaire, tu vois. Ouais. Je me suis dit, est-ce que je suis capable, un, d'écrire un livre et deux, de le faire en anglais? Et, Mhm. euh, et donc, du coup, cette dame que je venais de rencontrer a cru à fond en mon projet. Et donc, elle en a parlé directement à sa maison d'édition. Et donc, bah, grâce à cette connexion, bah, j'ai directement, et la maison d'édition a très vite été séduite. Ça a été vraiment impressionnant, enfin, j'ai la rapidité. Et puis, elle m'avait demandé d'écrire un premier chapitre pour tester un peu mon niveau. Et là, j'étais surprise du feedback. Il m'avait dit, en fait, tu as clairement un talent pour l'écriture. Alors, je me suis dit, ah ouais, vraiment? Tu vois, je Mhm. ne connaissais pas. Donc, comme quoi, même à 37 ans, à 37 ans, tu peux encore te dire, je découvre des choses sur moi, tu vois. Donc, c'est cool. On peut développer des talents aussi au cours de sa vie. Et il m'avait dit aussi que la particularité de mon livre, c'était que je mélangeais des expériences privées et professionnelles et sociales et que ça marchait bien. On m'a dit, j'ai jamais vu ça parce qu'en général, c'est très corpo, professionnel et on sort pas de ça, ou bien c'est complètement privé. Et là, je mélange les deux parce que pour moi, c'est ma façon de voir les choses, c'est-à-dire que on change pas de personne chez soi ou en entreprise, en tout cas si on veut être bien dans sa vie. Et Mhm. donc, c'est logique qu'il y ait une succession de choses qui se passent à la fois dans le milieu professionnel, à la fois dans notre vie privée. Et, euh, et donc voilà, c'est comme ça que ça s'est développé. Et donc le livre, je l'ai lancé dans un club business ici à Bruxelles qui s'appelle le Mérode, qui m'a soutenu pour le lancement. J'ai eu, alors beaucoup de gens étaient impressionnés parce que j'ai eu une salle assez remplie alors que c'était pas public, c'était uniquement sur invitation. Et dans cette salle, franchement, c'était génial le lancement du livre parce que j'avais vraiment une belle diversité. En fait, ça me représentait tellement. Je m'en étais pas rendu compte sur le moment. Tu vois, c'est parce que j'étais tellement dans l'organisation, dans l'aboutissement, le stress aussi de se dire que ce sur quoi tu as travaillé pendant un an, ben, il va sortir et tu sais pas comment il va être pris, tu vois. Euh, et voilà, mais j'avais vraiment une belle mixité de gens. Il y avait des gens dans le social, il y avait des CEO, il y avait des dirigeants d'entreprise, il y avait des gens dans le public, il y avait aussi des responsables de fondations. C'était vraiment très chouette et le livre de l'a bien pris. Et là, je vois bien que ça prend bien parce qu'on me contacte assez souvent et en entreprise et dans d'autres secteurs pour parler un peu de ce modèle et de voir comment est-ce que les gens peuvent l'implémenter, se l'approprier. Ok, bah, c'est cool ça. C'est cool, bah, je suis content pour toi. Du coup, tu as attendu la publication de ton livre, la fin de l'écriture de ton livre. Et maintenant, donc, tu es de retour un peu sur le devant de la scène et des gens te contactent, même en entreprise et autres, pourquoi du coup, tu es toujours, on va dire, consultante en plus pour partager ton expertise sur ça? Ça rejoint un peu ce que tu faisais avant, Changemaker, je sais pas comment tu appelais ça. C'est ça. Alors en fait, en général, comment ça commence, c'est on me demande de faire une conférence pour inspirer, en gros. Ok. La conférence où je présente le modèle, tout ça. Et puis après, on me demande de venir travailler vraiment des ateliers. Et moi, j'ai toujours cru justement en fait de travailler par petits groupes parce que c'est là où on a le plus d'impact. Tu vas, si tu veux, tu donnes une conférence à 100 personnes, tu insuffles une idée, mais finalement, voilà, tu vois, les gens écoutent, ils disent, ah, c'est sympa, tu vois.
Au mieux, ils se disent, ah, Ouais. c'est ça. Et après, vraiment, si tu veux vraiment travailler là-dessus, si tu veux vraiment inculquer les changements, alors là, c'est vraiment par des workshops, des ateliers, des formations. Et ça, c'est là, c'est surtout là où moi, je m'amuse personnellement. Donc, c'est de nouveau pas question du nombre de personnes, mais c'est de l'impact que tu as. Euh, Mhm. et si jamais sur 1000 personnes, tu as de l'impact rien que sur 30 personnes, c'est juste magnifique déjà pour commencer. Et donc voilà, et j'essaie toujours de partir de leur situation, tu vois. Une Ouais. situation à une autre. Alors évidemment, il y a des aspects communs, mais chaque situation est assez différente. Et là, c'est à la fois entreprise, je dis privée, mais étonnamment, même si j'ai pas forcément essayé de chercher, mais c'est aussi public en fait. D'accord, bah c'est cool. Et donc toi, en général, tu es invité, tu t'agis dans la région bruxelloise. Essentiellement, après, c'est la Belgique de manière plus générale. Là, on m'a aussi demandé d'aller à Londres. Donc voilà, ça dépend un peu du. Après, ce que je fais, par exemple, il y a une entreprise qui a une filiale à Singapour et au Luxembourg, par exemple. Bah, là, du coup, on a fait ça en visio. Donc voilà, j'essaye aussi, avec ma casquette transition énergétique, de ne pas faire des déplacements inutiles. Notamment pour aller à Londres, juste pour faire une keynote, ça me paraît pas très raisonnable. Donc voilà. C'est bien Singapour. C'est dommage. Je devrais y aller. Ok, bah, c'est cool. Donc on arrive bientôt à la fin de cette interview, Hassan. Je sais pas si tu as... J'ai quelques questions de la fin à te poser, mais avant ça, est-ce que tu as un message à faire passer? Quelque chose à ajouter? Euh, je dirais que vraiment, pour moi, l'essentiel, c'est pas égoïste de dire ça, mais c'est vraiment de partir de soi. Parce que si on n'est pas bien soi-même, on ne sera pas forcément être utile à la société. Et c'est aussi pour ça que j'ai pris du temps. Pendant tout ce temps-là, on continue à me demander plein d'interviews. Je les refusais toujours, tu le sais bien. Ouais, Je reviendrai quand j'aurai quelque chose à dire et quand j'aurai un projet. Euh, et voilà, ça c'est important pour moi et parce que si je suis pas bien moi-même, voilà, je crois pas que je servirai à qui que ce soit. Donc voilà. très bien. Merci Hanan. Hassan, pardon. Merci Ouais. Hassan. Je t'avais appelé Hanan à un moment donné, hein, je m'étais trompé par message, pardon. Ouais. Alors, pour les questions de la fin, quelle est la compétence qui t'est le plus utile au travail et dans la vie de tous les jours? Voilà, mon intelligence émotionnelle. Ouais, L'empathie? ouais, c'est vraiment l'empathie. C'est vraiment l'empathie. Je vois bien que c'est toute la différence. Tu sais que là, que là, je viens de sortir une grosse négociation très technique. C'est dans mon volet énergie. Et je remarque que ma grosse valeur ajoutée, c'est pas tellement dans la compréhension de la technique, mais c'est dans la compréhension humaine. Ok. Quelle est ta routine ou quelles sont tes routines préférées? Donc, tu as mentionné que tu faisais des jogging parfois avec Mhm. une petite glace à la fin. C'est Euh, si tu pas en as toujours la d'autres. bonne idée. Euh, J'aime bien, alors j'essaye le matin de m'étirer toujours, de faire un petit peu de yoga, un peu m'étirer, je remarque que je suis beaucoup mieux. De prendre, et ça c'est ma diététicienne Hanan Naflar, qui est une top diététicienne, qui m'a recommandé de faire ça, de commencer avec d'un peu d'eau chaude et une cuillère de miel, utilisé de Ramos, donc le miel du sud du Maroc, Mhm. le que j'ai ramené là-bas. Et donc voilà, ça c'est aussi quelque chose, je remarque que je me sens beaucoup mieux avec ça, plutôt que de commencer directement avec un café. Donc voilà, c'est vraiment essayer de prendre le temps. Alors quand on a trois enfants en bas âge, c'est pas toujours facile de prendre le temps, mais j'essaye quand même de prendre ce temps-là. Ok, cool. Est-ce que tu as des livres à recommander? Donc, tiens, d'ailleurs, on l'a pas cité le nom de ton livre. Donc, c'est Open Up Your Organization, c'est ça, hein? Meditation. Un livre à recommander. Alors moi j'aime beaucoup, au niveau roman, j'aime beaucoup la romancière française Virginie Grimaldi. Mhm. Je trouve que c'est toujours très profond et drôle à la fois. Alors en plus, une femme drôle, c'est plus rare dans le littéraire. Déjà, une femme dans le littéraire, c'est un peu plus rare. Mais j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Après, j'essaie toujours de combiner des livres, je dirais, romans plutôt pour le soir ou quoi, avec des livres un peu plus, qui nous poussent un peu plus au niveau philosophique. Et là, par exemple, un qui m'a vraiment beaucoup aidé, c'est The Tyranny of Merit de Michael Sandel, qui est un professeur d'Harvard, qui parle des dérives de la méritocratie. Et ça m'a aidé dans mon évolution par rapport à la méritocratie, que c'est pas vraiment une bonne chose quand on y repense. Cette idée de se dire que ce que j'ai, je le mérite et donc je dois rien à personne. Et ceux qui n'ont pas, ça veut dire qu'ils ne méritent pas. C'est pas une Mhm. bonne façon de voir les choses parce qu'on est toujours aidé et on a toujours de l'aide et on doit toujours aider les autres. Et si quelqu'un n'a pas, c'est pas forcément parce qu'il ne le mérite pas. Des fois, il y a vraiment des circonstances très très difficiles. Il y a toujours la chance, il y a le réseau, il y a l'aide, et on choisit pas non plus ce avec quoi on est né Ouais. euh,
la tête autour de soi. Donc voilà, ça c'est un truc au niveau réflexion, je crois que c'est le livre que je recommanderais. Ok, nickel. Bah écoute, on a terminé. Dernière question quand même. Si un auditeur ou une auditrice a une question à te poser par rapport à cette interview, par rapport à ce que tu fais, tes activités, est-ce que c'est possible et comment? Bah, on peut toujours, je suis sur Instagram et LinkedIn, donc on peut toujours m'envoyer un message là, ou sinon sur le mail isan@alinaconsulting.com. Génial. Ok. Bah écoute, Yassine, c'était un très bon moment. J'ai apprécié discuter avec toi et avoir ton retour d'expérience. Je te remercie beaucoup pour ton temps. Je demande à Dieu qu'il te facilite dans tes projets pour la suite, hein, qu'il fasse en sorte qu'à travers ton livre, à travers tes activités, tu puisses avoir un maximum d'impact social et où que ce soit que tu veuilles l'avoir. Et Merci, que, ouais, et que voilà, que tout se passe bien pour toi. merci beaucoup. Merci pour ton interview et je te souhaite également la même chose. La SRL. Et ça, merci beaucoup, Hassan. Salam. Si cet épisode t'a plu, je te propose de le partager à 3 personnes de ton entourage, à noter le podcast 5 étoiles sur Apple Podcast et à invoquer Dieu pour qu'Allah mette la baraka dans cette initiative. À bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum.